ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce programme spécial dédié à la première conférence internationale sur les mines au Congo. Vous nous avez invités ici parce que le gouvernement congolais est en train de marquer sa volonté de diversifier ses ressources et non plus de la centrer uniquement sur le pétrole. Je voudrais savoir un petit peu quel est le bilan que vous dressez de cette première conférence internationale sur les mines. Je crois que il m'est très agréable de dire que le ministère des Mines et de la Géologie a un partenariat avec tous ceux que vous avez vus là, et notamment avec la société Amtrade. Nous avons organisé cette première conférence sur les journées minières au Congo. C'est en exécution de la feuille de route que nous a prescrite le président de la République, qui nous a demandé avec précision, avec des orientations claires, de promouvoir le secteur minier, mais des mines solides au Congo, car vous savez que le pétrole aussi est une mine, mais à la différence qu'elle est liquide. Le président, dans sa vision et dans sa politique de diversification de l'économie, a détecté que les mines solides peuvent jouer un rôle très important dans cette notion de diversification. Nous avons été instruits à faire la promotion du secteur des mines solides. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'autres actions qui sont menées, mais celle-ci, comme tout forum de ce genre, vise l'objectif de présenter les potentialités du Congo, de promouvoir la place du Congo en tant que pays désormais affirmé comme État minier. Je suis heureux de constater que c'était un forum de très haut niveau, un forum de très bonne qualité. Et toutes les présentations ont été très bonnes, et je pense que cet objectif de présenter notre pays, de présenter nos potentialités, de demander l'assistance des organismes internationaux, d'appeler à une coopération plus forte et plus fructueuse avec non seulement les États voisins, mais aussi tous les pays à travers le monde, et pour que la vision minière de l'Afrique, telle que conçue par nous, les ministres des Mines, et adoptée par les chefs d'État à Lusaka, je crois, qu'elle ait un contenu réel et qu'enfin, dans le combat quotidien pour l'éradication de la pauvreté dans nos pays, pour la promotion de l'emploi en faveur des jeunes, l'emploi d'une manière générale, le développement des localités, mais aussi le développement général de nos pays. Et je pense que ces objectifs, à travers cette conférence, il y en aura d'autres. Nous avons l'habitude de participer à la conférence d'Indaba, au même genre de conférence à Perth, en Australie. Nous avons fait là le premier pas. Nous allons travailler dans le sens de pérenniser cette expérience parce que la première est vraiment concluante. Mais déjà, à cet instant, je peux dire qu'on a eu une bonne idée d'organiser ça, et c'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation, vous y compris, les médias, et de féliciter les experts, tous les orateurs, tous les présentateurs d'un panel à l'autre. Et c'est vraiment le lieu de leur dire toute notre reconnaissance et de demander une fois encore, puisque nous l'avons dit dans les différentes interventions, à nos amis de la Banque mondiale, de tous les partenaires au développement, de l'Union africaine et partout, à partir de maintenant, de resserrer leur dispositif autour de notre action pour que nous allions toujours dans le sens du progrès. Absolument, vous avez eu comment dirais-je, la possibilité de réunir beaucoup d'acteurs. Vous avez parlé des experts, effectivement, en développement,
des experts en finance et même en droit, où il y a eu différents aspects qui ont été abordés. Et justement, un des aspects a été notamment celui du transport et des infrastructures. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est mis en œuvre, qu'est-ce qui serait mis en œuvre très bientôt pour qu'on puisse accéder très facilement aux zones minières au Congo? Il est hasardeux de parler développement minier, extraction simplement, sans parler de la question épineuse pour l'Afrique d'une manière générale, des infrastructures, c'est-à-dire le corollaire du développement, l'extraction. Il faut absolument transporter les minerais et puis les évacuer parce que pour le plus grand pourcentage, les minerais sont appelés à être expédiés à l'étranger en vue de la commercialisation, etc. Or, il se trouve que cette question se pose à nous encore avec beaucoup d'acuité, aussi bien en ce qui concerne les infrastructures ferroviaires. Imaginez que nous avons un chemin de fer, c'est vrai, mais vous avez écouté les présentations et le directeur général du CFCE en personne est passé pour dire quel est l'état de son ouvrage, quel est l'état de son infrastructure. Et le chemin de fer, dans l'état actuel, ne pourra jamais supporter le transport de l'immense quantité de minerais, toutes substances confondues, qu'il serait appelé à transporter. Donc, cela se pose aussi au plan de l'évacuation, le port. Nous avons un port qui rend de grands services à notre pays. Autonome de Pointe-Noire. Voilà, le port autonome de Pointe-Noire. Mais si nous le poussons à bout, vous avez entendu un peu les inquiétudes du représentant du directeur général du port. Si nous le poussons, ils vont rendre l'âme. Donc, le gouvernement, fort de cette perspective de développement minier, le président de la République, surtout, nous avons pris la décision, nous avons été instruits que le pays, le Congo, réalise un nouveau port minéralier. Bon, le mot minéralier cache beaucoup de choses, parce que c'est vrai que la vocation première est minéralière, mais le port est un port avec plusieurs dimensions, parce qu'il y aura un quai minéralier, et dans le quai minéralier, il est prévu un quai spécifiquement réservé au fer, un quai spécifiquement réservé aux minerais à vocation agricole, alimentaire, comme le phosphate et la potasse, un quai pour les petites activités comme le cuivre. Bon, mais il y aura aussi un quai pour le pétrole, un quai pour le bois, un quai certainement pour l'agriculture, et puis le quai traditionnel du port à conteneurs, le port de service. Donc c'est un port très grand et qui ne sera pas seulement réservé aux minerais. Et puis la problématique aussi de transport se pose parce que nous avons, et ça tout le monde le sait, on l'a entendu, nous avons de grandes mines de fer dans la cuvette ouest, dans la Sanga, à la frontière avec le Cameroun et le Gabon. Et l'évacuation le transport de ces minerais pose énormément problème. Et là aussi, dans notre souci, dans notre volonté de développer le secteur minier, le président de la République a instruit le gouvernement pour qu'une étude soit courageusement menée pour la réalisation des chemins de fer dits du Nord, c'est-à-dire ce chemin de fer qui reliera la Sanga avec différentes bretelles au port de Pointe-Noire, mais surtout au nouveau port en perspective. Beaucoup de gens, il paraît à travers le monde, nous reprochent la force
et la qualité de notre coopération avec la Chine. Bon, tout à fait. Mais voyons voir, nous espérons que tout le monde sera là pour voir ce que ce sera le résultat de cette coopération. Nous avons signé une coopération stratégique avec la Chine et elle produit ses fruits, elle porte des résultats que nous commençons à observer. Mais en ce qui concerne le port de Pointe-Noire, nous avons signé un accord avec nos amis chinois à l'occasion de séjour du président chinois ici à Brazzaville. Et nous avons engagé des études pour ce qui concerne les chemins de fer du Nord. Bon, nous sommes très optimistes parce que nous n'avons pas le choix, sinon ce n'est pas la peine de faire tout ce que nous faisons là. C'est pour sortir les produits du sous-sol et qu'ils restent là où ils sont. Donc on n'aura pas atteint les objectifs. C'est un problème important, un souci majeur, intimement lié au développement. Et nous avons décidé de le prendre à bras le corps, mais en association avec tous ceux qui, comme nous, sont intéressés à cette question, et en premier lieu, nos partenaires miniers. Parce que c'est quand même eux, les exploitants, c'est eux, mais nous ne pouvons pas libéraliser comme ça les infrastructures de ce genre, et faire, parce que la tendance au début a été que chaque société crée, construise son quai, construise sa route, construire son bout de chemin de fer. Bon, ce serait difficile à gérer tout ça. Donc, nous avons esquissé une démarche et nous souhaitons donc, dans le cadre d'un partenariat public et privé, avec en priorité nos partenaires et tous ceux qui pourraient s'intéresser à un projet comme ça, pour que nous mettions tout ce qui est possible en œuvre pour que ces objectifs soient atteints dans notre intérêt de gagnant-gagnant, mais aussi surtout pour l'intérêt de notre pays. Tout à fait. Notamment des communautés, n'est-ce pas, qui évoluent autour de ces zones minières, puisque vous parliez de développement un peu plus tôt. Au niveau juridique également, beaucoup ont parlé du nouveau code minier et des perspectives que celui-ci offre. Je voudrais savoir un petit peu dans quelle mesure vous pourriez revenir là-dessus pour nous et comment est-ce que ces perspectives peuvent permettre l'arrivée de nouveaux opérateurs étrangers, de nouveaux investisseurs au Congo. Déjà, le code actuel, promulgué en 2005, est très incitatif. Nous l'avons fait vraiment à volonté, parce que nous savons que le développement minier, l'activité minière est très coûteuse, est très onéreuse. Et nous avons d'abord, par manque de cartographie réelle, de données fiables, actualisées, nous avons préféré lancer des opérations de prospection et de recherche tous azimuts. Voilà pourquoi le code minier a repris ce souci et nous l'avons rendu à volonté très attractif et très souple, avec des avantages qu'on commence à nous reprocher. Il ne se passe pas un jour, quand nous passons devant l'Assemblée, devant le Sénat, comment nous sommes interpellés. Ben oui, mais l'activité minière profite essentiellement aux partenaires, simplement parce que nous sommes en train de donner une impulsion à cette activité. Et comme il fallait intéresser dans un premier temps tous les partenaires qui amènent les moyens, amènent l'intelligence, amènent la technologie à s'intéresser à ça. Donc on ne devait pas commencer par les effaroucher par l'affirmation de nos intérêts très forts. Donc le code a été conçu pour cela. Même nous, les institutions comme la Banque mondiale, trouvent qu'il est nécessaire et urgent, étant donné que l'activité se développe. Et maintenant que les réserves sont prouvées, maintenant que les teneurs sont prouvées également et que l'activité est appelée à être vraiment florissante et fructueuse, bon, il faut que nous revoyions un peu les équilibres. Mais nous le ferons en étroite collaboration avec nos partenaires, parce qu'il y a leurs intérêts, mais nous allons les amener aussi à comprendre et accepter les intérêts du Congo. Aujourd'hui, ils nous portent. Bon, peut-être que nous allons transformer la simple terre en apport du gouvernement pour que les apports du pays ne soient plus simplement portés
et que ça apparaisse comme une rente ou comme une misère. Donc, nous travaillons dans cet esprit. Le gouvernement, avec la participation de tous les partenaires au développement, avec, notamment avec la Banque mondiale et le PNUD, nous sommes très avancés là. Une commission interministérielle a été mise en place pour commencer, dans un premier temps, à relire le code actuel pour voir quels sont les aspects qui sont faibles pour notre pays, ou bien la révision ne concernera pas que les intérêts du Congo, elle sauvegardera aussi les intérêts de nos partenaires, parce qu'ils mettent de l'argent, il faut bien qu'il y ait le retour à l'investissement, qu'ils gagnent, comme l'a dit un orateur là tout à l'heure. Donc ça aussi c'est un chantier très important et très capital pour le devenir minier du pays, mais nous le ferons dans le respect des équilibres, mais aussi et surtout dans le respect des intérêts. Tout à fait. Bon, on revient là-dessus sur ce que vous avez appelé tout à l'heure une notion à la mode, celle du partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'en est-il justement dans ce partenariat gagnant-gagnant du transfert de compétences? C'est-à-dire tous ces investisseurs, pour la plupart étrangers, puisqu'ils ont l'expertise que nous n'avons pas au Congo, comment est-ce que le gouvernement peut s'assurer que cette expertise passe aussi progressivement entre les mains d'un personnel congolais qualifié, prêt, n'est-ce pas, à prendre ces défis-là à bras-le-corps? Nous avons déjà une source d'inspiration, c'est l'expérience du secteur pétrolier. Lorsque nous avons commencé à parler du pétrole au Congo, vous voyez que même les notions les plus élémentaires ont été mises en place sans la participation effective des Congolais. Ça a été fait essentiellement par les partenaires. Mais aujourd'hui, le Congo, le gouvernement, d'une époque à une autre, est obligé comme de se battre pour rectifier les choses. Et c'est devenu des combats qui parfois sont acharnés. Et nous avons donc déjà ce repère qui nous permettra de ne plus nous tromper, et la question de transfert des compétences en ce qui concerne les capacités en cadre est une question épineuse. Elle interpelle le gouvernement depuis même la politique de formation, depuis la politique d'éducation, et puis y compris nos partenaires actuels, parce que de toute façon, il est prévu que lorsque nous arrivons avec chaque société en phase d'exploitation, évidemment, nous parlons en même temps et en très bonne place des questions de transfert de compétences. Et ça, c'est fondamental, parce que heureusement, comme je l'ai dit hier pour un peu animer les entretiens, j'ai dit que heureusement que jusque-là, nous avons des partenaires qui ne trichent pas beaucoup sur les réserves, sur les teneurs. Mais bon, je crois qu'il y a là aussi, si on peut dire, à boire et à manger. Comme chacun court derrière l'intérêt, il peut arriver un moment où les gens, malicieusement, peuvent tronquer un peu les données. Et il faut que nous soyons en mesure, en tant qu'expertise congolaise, de dire que non, là, nous ne sommes pas d'accord, il faut que nous fassions des contre-expertises. Donc il faut quand même la notion de contrôle. Et aujourd'hui, il nous faut avoir dans le secteur minier des juristes, des fiscalistes, même le premier échelon du travail d'études environnementales et sociales. Comme ça, les départements qui ont en charge ces questions ne feront que la validation, ce qui est normal, mais au moins que dès le début d'une activité, nous soyons en mesure par nous-mêmes, en tant qu'opérateurs au premier niveau, de découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'attende pas que tout le travail ait été fait pour qu'à la fin, la validation constate qu'il y a des manquements. Donc nous avons cette question épineuse à régler, et nous travaillons pas à bras le corps. Nous travaillons en toute intelligence avec
les partenaires, mais aussi avec les autres départements du gouvernement, tout le système de l'éducation, de la formation, et pour que nous atteignions ces objectifs et que nous réparions cette faiblesse qui peut à la longue, avec le développement de notre activité, devenir un handicap qui pourra porter préjudice à notre action. Et vous avez constaté comment dans la salle, députés, tous les intervenants ont beaucoup martelé sur la question de la formation. Absolument, les membres de la société civile. La société civile. Et c'est pourquoi nous avons dit que ceux qui ont des idées, ceux qui ont des pistes, ils peuvent venir les partager avec nous. Et parce que, c'est pas que je les accuse d'enfoncer les portes ouvertes, mais nous avons besoin de la contribution de tout le monde parce que c'est une question très importante. On n'est plus à l'époque où on avait les largesses, par exemple, de nos amis soviétiques en matière de formation. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Hein. Donc, il nous faut revoir ces questions et repartir de bon pied pour régler cette question de transfert de compétences. Et nous ne laissons pas ça au hasard. Très bien. La dernière question, Monsieur le ministre, si vous le permettez, c'est sur les retombées attendues. C'est-à-dire, on a compris un petit peu à travers vos différentes interventions ce que le ministère des Mines peut retirer d'un tel événement. Mais je voudrais quand même que vous puissiez revenir brièvement là-dessus pour nous. Quelles retombées exactement attendriez-vous dans l'immédiat? Il n'y a pas 36 000 retombées. Il y a d'abord faire connaître notre pays comme un partenaire sérieux dans le monde en ce qui concerne l'activité minière et que tout ce que nous allons entreprendre comme démarche sous l'impulsion du gouvernement en association avec les autres partenaires au développement visera à viabiliser et à donner au secteur des mines solides. Et ça, nous sommes heureux de constater que c'est pratiquement toute l'Afrique, parce que nous avons travaillé d'arrache-pied 2 sessions durant du Conseil des ministres chargés des mines, les ministres des mines africains. On a commencé à Addis Abeba, on n'a pas fini, on est reparti à Nairobi. Et puis c'est là-bas qu'on a conclu la réflexion sur la vision minière africaine, validée par les chefs d'État. Et donc c'est un souci commun qui nous appelle à renforcer notre coopération avec les autres États pour que nos ressources, les ressources minérales de l'Afrique, pays par pays, servent réellement au développement et au progrès social. Et je pense que de ce point de vue, les travaux qui ont été menés là visaient cet objectif, et je pense que si les gens ne font pas la sourde d'oreille, ça pourrait avoir des retombées que nous devrons bien gérer, pour atteindre les objectifs de développement, et c'est déjà une retombée importante. Moi, je ne parle pas des actions, de buts immédiats poursuivis. C'est quoi? C'est la création d'emplois pour les jeunes. Là, nous parlons de la formation. Si nous formons ces jeunes, il faut bien qu'ils retrouvent sur le terrain du répondant, ou évoluer, ou appliquer les connaissances qu'ils auront accumulées. Bon, nous avons les problèmes cruciaux pour nos populations de l'Interland. Bon, il y a des projets qui sont disséminés ça et là. Et l'objectif principal, c'est d'abord obtenir que ces projets apportent quand même une amélioration dans les conditions de vie, dans le quotidien de nos citoyens. Et que la vie ne soit pas belle seulement dans les centres urbains, mais qu'il y ait éclosion de l'urbanisme aussi dans l'Interland, mais autour de ces projets. Donc les objectifs sont nombreux. Et vous avez parlé avec insistance de la jeunesse, de transfert de compétences, de la formation qualifiante. Donc, c'est les retombées que nous attendons dans l'immédiat, c'est accompagner le Congo dans cet effort, dans toutes ces démarches de développement. Et ça, c'est un appel tous azimuts que nous lançons à tous ceux qui nous entendent,
et pour nous aider à réaliser tout cela dans un intérêt gagnant-gagnant. Donc en tout cas, vous êtes très ouvert, si on peut dire ça comme ça, et vous êtes prêt à écouter toutes les suggestions qui vous seront apportées, si je puis résumer ça ainsi. Y compris les vôtres. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce temps que vous nous accordez. C'est nous les plus heureux. Merci.